Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà au préalable, avant juste de parler des outils collaboratifs qu'on a fait utiliser qu'on a utilisés, Léonard de Vinci, c'est trois écoles. Une école de numérique, des créatifs qui travaillent sur des applications, de l'internet, etc. C'est une école d'ingénieurs et c'est une école de management. Nous travaillons de plus en plus de façon transverse, ce qui signifie que les notions de collaboration doivent apparaître régulièrement entre étudiants et puis après, bien sûr, naturellement, entre enseignants et ça sert naturellement également les entreprises puisqu'elles vont être petit à petit habituées à recevoir de la part des étudiants, et bien des étudiants des trois écoles, des choses très collaboratives. Elles vont collaborer aussi, bien sûr, lorsqu'il s'agit de projets avec les entreprises, type bourse au projet en 4e ou 5e année, ou même projet consultant junior, tel qu'on les appelle à l'école de management, habitués à ce transfert et à cette diversité aussi de compétences qu'ils pourront avoir sur un même projet, et un ingénieur et un créatif et un manager. Alors, on avait défini un certain nombre d'outils créatifs, d'outils collaboratifs tels que Google, Dropbox, Facebook, Skype, Coursera, je veux dire un outil de cours à distance, ou même Twitter. Alors tous ne sont pas forcément de vrais outils collaboratifs, mais en tout cas c'était plus simple de les faire travailler, nos étudiants autour de ces outils qui, pensions-nous, étaient des outils bien connus des étudiants et très utilisés même pour travailler. Erreur. Premier constat, eh bien, c'était d'abord que la plupart des entreprises utilisent les outils collaboratifs, surtout les entreprises technologiques, bien naturellement, les entreprises industrielles, toutes non, bien sûr. Alors, entre la grande entreprise et la PME, il peut y avoir une différence, mais quoi qu'il en soit, elles sont intéressées par l'utilisation de ces outils collaboratifs. Et bien sûr, elles trouvaient que nos étudiants en stage, s'ils savaient utiliser ces outils pour eux, pour le côté fun et le côté très très social, avaient du mal à réellement utiliser ces outils autrement que par le mail. Alors ça va plus loin. Elles s'apercevaient, et nous aussi nous le savions, que la lecture du mail pour l'étudiant est quelque chose quelquefois qui peut être difficile. Parce qu'ils peuvent avoir plusieurs mails. Et le mail donné par l'école, et puis leur mail Google, leur mail Orange ou autre chose, et en fait ils consultent leur mail une fois par semaine dans le meilleur des cas pour certains, sauf les plus studieux qui vont le regarder une fois par jour ou plusieurs fois par semaine, point final. Alors, notre objectif, il était double, il était de travailler sur les entreprises et aussi sur nos enseignants, parce que les professeurs aussi privilégient le mail pour envoyer des documents, pour communiquer avec leurs étudiants, hormis le face-à-face, et finalement il y a des devoirs, des travaux, surtout lorsqu'il s'agit de projets qui doivent être menés tout au long du projet, et la seule utilisation du mail, surtout lorsqu'il est regardé, comme je vous le disais, une fois par semaine par l'étudiant, n'est absolument pas performante pour pouvoir suivre en temps réel, ou quasiment en temps réel, un certain nombre de choses. Bon, cela étant, certains professeurs, et en particulier des professeurs vacataires, sont quelquefois assez réticents à l'utilisation d'autre chose que le mail ou l'intranet du pôle, enfin l'intranet de l'école pour transférer des documents qu'ils auraient envie de transférer à leurs étudiants. Notre objectif, c'était donc de favoriser l'utilisation en mode semi-professionnel de ces outils pour adapter notre pédagogie et faire en sorte que les étudiants, au sortir de l'école, ou tout du moins même en stage, sachent ce dont il s'agit et sachent collaborer avec ces outils. On a choisi une cible, a priori, la plus réfractaire à la technologie, qui était, croyons-nous en tout cas, les étudiants de 4e et 5e année en management et ressources humaines, pour qui ces aspects technologiques étaient quelque chose de purement ludique et quelquefois assez lointain. Bon, après grande discussion, bien sûr, les notions de e-leadership avec eux, que l'on aborde dans les cours de management, dès la première année, cela étant, eh bien, ça leur parle. Mais c'est quelque chose de virtuel. Autre partie prenante impactée, bien sûr, les profs. Alors, sur les 23 professeurs du département, eh bien, seuls 5, dont 3 permanents, ont réellement participé à cette petite étude sur un an. Les autres auraient pu y participer, mais sans être vraiment réticents, non, pourquoi pas, j'ai pas le temps, des problématiques de timing difficiles. 2 ont clairement décliné en disant que c'était complètement stupide, que les entreprises finalement utilisaient leurs propres outils, reformeraient les étudiants une fois qu'ils seront en entreprise. Bon, je vous avouerai que ces 2 vacataires-là ne font plus partie de l'équipe.
Pas seulement pour cette raison-là, mais ça véhiculait aussi d'autres comportements qui étaient des comportements non collaboratifs avec le reste de l'équipe permanente, ce qui posait des problèmes, vous vous en doutez. Ce n'étaient plus des collaborateurs, absolument. La période s'est étendue pendant l'année universitaire, de septembre à la rentrée, au départ des étudiants en stage, donc à mai, puisqu'on a même continué certains dossiers, certains projets pendant les périodes de stage de certains étudiants. Alors, comme ça, les entreprises nous disaient vos étudiants doivent être à même de connaître ces outils, etc. Les étudiants disaient mais c'est notre génération, nous savons déjà le faire. Et ils allaient même dire mais cela étant, une hiérarchie qui s'immiscerait dans cette utilisation amoindrirait notre performance. En gros, laissez-nous gérer nos propres outils. Alors pourquoi pas, mais pourquoi non, ça c'était clair. Donc il avait peur du flicage, peut-être à juste raison, parce qu'il a eu un petit peu lieu quand même. Mais quoi qu'il en soit, ils s'y sont mis, mais c'était leur première réaction. Quant aux profs, on avait un tiers qui déclarait que les étudiants étaient complètement immatures à travailler de cette façon. Cela va nous dépasser, donc il y avait aussi une peur de la part d'une partie du corps enseignant. Un tiers disait, mais je ne sais même pas les utiliser moi-même. Donc ça veut dire derrière qu'on a un effort de formation aussi et d'intégration, alors je parle des vacataires, pour l'utilisation de ces outils dans les méthodes. Et puis bien sûr un tiers, la plus rassurante, excellente idée, apprenons ensemble, etc. Et il s'agissait de professeurs généralement assez impliqués dans l'innovation, dans l'affaire numérique, etc. Mais pas seulement, puisqu'on avait des professeurs aussi lointains que le numérique, que peut l'être l'administration du personnel, par exemple, qui disaient mais c'est une bonne idée, inventons des systèmes, allons-y, et pourquoi pas, puis de toute façon, comme c'est un essai, on en tirera des conclusions qui seront intéressantes. Alors, on a choisi les projets RH, enfin management RH, comme je vous le disais, pour la résolution de problèmes, pour leur mémoire également, on a considéré que c'était un projet étudiant, pour la création de leur blog d'information, ils ont créé un blog Génération, etc., et Paroles de RH pour informer leurs congénères et puis surtout participer à leur e-réputation, ça c'est un autre domaine, c'est-à-dire que être googlisé et apparaître autrement que un chapeau sur la tête avec une bouteille à la main, c'était intéressant, et paraître sur internet avec des articles, des commentaires de revues de presse pouvait être également intéressant. L'objectif, bien sûr, c'était le partage d'informations, mais de faciliter l'échange et d'en faire un petit peu des créatifs et surtout des collaborateurs. Donc Facebook, Skype, Coursera, Google Drive, Dropbox, Twitter ont eu des utilisations différentes et des effets différents sur les étudiants. D'abord le MOOC. Alors le MOOC, on a choisi un MOOC d'entrepreneuriat social pour leur apprendre à aller ailleurs chercher l'information, à travailler sur ce modèle. Et finalement, ce que nous croyions au départ être un mode d'enseignement collaboratif l'a pas vraiment été. Alors qu'ils devaient collaborer avec d'autres universités, d'autres étudiants à travers le monde, en tout cas à travers l'Europe en ce qui concernait celui-ci, eh bien ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que même si l'idée leur plaisait complètement, ce qui a fait défaut derrière, et c'est probablement de notre faute, on a tiré cet enseignement-là, c'est le temps, c'est le timing. En fait, les temps des MOOC, en tout cas dans l'aspect créatif tel qu'il était présenté avec Entrepreneuriat social, était extrêmement complexe. On voyait leurs copains, leurs collègues danois, suédois, allemands réservaient pour gérer les MOOC des plages horaires d'une demi-journée par semaine par exemple, avec une salle dédiée à ça, alors que les nôtres, nous n'avions absolument pas perturbé leur emploi du temps. Ils avaient 1h15 pour le faire éventuellement, plus chez eux, et la réalité faisait que chez eux, ils le faisaient plutôt mal, n'arrivaient pas à se concentrer ensemble sur ces problématiques et perdaient du temps. Donc ils trouvaient l'idée absolument intéressante, ils auraient aimé avoir plus de temps pour le faire, mais la logistique que nous avions mis en place, et même le suivi qu'on y avait mis, effectivement a été très insuffisant, et on en tire les enseignements aujourd'hui parce qu'on continue sur les MOOC, il y a par année toujours un MOOC qui va leur servir pour les habituer à. Alors les premiers, bien sûr, les premières séances sont toujours problématiques, c'est comment je vais faire, comment allons-nous faire, comment allons-nous nous organiser, mais finalement ils s'y mettent, en tout cas leur organisation et le suivi est maintenant différent. Donc on verra maintenant à la deuxième année, est-ce que ça prend réellement, est-ce qu'on peut mieux l'intégrer, je dirais, dans nos enseignements. Mais bon, vous verrez en conclusion, on ne le considère absolument plus, en tout cas comme un outil collaboratif permettant à nos étudiants après d'apprendre à travailler ensemble. En tout cas, le modèle tel qu'on a pu le voir et le vivre. Alors bon, comme je vous disais, réaction plutôt positive des étudiants, même si c'était difficile. Et comme petit à petit nous passons au flip classroom, enfin, un phénomène de classe inversée, ça obligera après, dans le futur, bien sûr, les étudiants à préparer les cours et être plus, plus nuancés et plus travailleurs sur ce type de choses. Facebook. Alors Facebook, tous nos étudiants utilisent Facebook. Les vôtres aussi, j'imagine. Ils utilisent Facebook pour
parler de tout et de n'importe quoi, et dans le tout, il y a des choses intéressantes aussi. Et nous avons fait en sorte que par majeur, 4e, 5e année, par année c'est plus difficile, mais on peut le faire pour certains groupes, il y a des pages, groupes Facebook, fermés bien sûr, autour de leur majeur, de leurs préoccupations et d'autres choses. Ce qui permet effectivement des échanges entre l'administration et l'étudiant, et surtout entre les étudiants. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas profiter de cette utilisation, parce que les étudiants utilisent finalement cette plateforme pour communiquer ce que nous avons envie de leur communiquer. Alors dans un premier temps, favoriser les échanges de documents et les commentaires simples, et bien finalement ça a été totalement positif, parfaitement maîtrisé par les étudiants, de la transmission de fichiers à la messagerie instantanée sur des réactions de cours, sur des projets en cours bien naturellement, et sur d'autres choses. Bon, plus contrasté parce que bien sûr, comme c'est une page qui leur est destinée de façon globale, il y a entre les commentaires sur les travaux et sur les avancées, il y a quelquefois bien d'autres choses sur tiens, t'as oublié ça en cours, etc. Et ça peut assez vite dévier, surtout que le professeur qui intervient éventuellement dans un suivi de projet via Facebook peut se laisser prendre un petit peu au jeu, et les étudiants communiquent avec Facebook, dans ce cas-là, de façon moins spontanée, ayant peur aussi d'être regardés sur leurs commentaires, que ce soit sur le cours, sur le prof ou sur autre chose. Réaction des parties prenantes, étudiants, comme je vous disais, transmission d'informations, ok, professeur permanent, alors bien sûr, juste les utilisateurs, là, les profs qui l'ont fait, professeur vacataire exclu bien sûr de l'accès de Facebook, parce qu'il y en aurait beaucoup trop, je dirais qu'il faudrait donner accès par page, et dans ce cas-là, tout passe naturellement par le professeur permanent référent qui lui communique avec les étudiants. Pour les entreprises, aucun d'intérêt réel, si ce n'est qu'elles savent après que les étudiants, parce qu'on leur dit bien naturellement, savent utiliser un minimum bien sûr d'outils collaboratifs pour communiquer ne serait-ce que des documents, ce genre de choses, et faire des commentaires assez simples. Bien sûr, la décision organisationnelle derrière, ça a été de privilégier ce mode de transmission d'informations pour les documentations, documentation de cours et autres que les slides de cours, hein, mais des informations, des articles, des commentaires particuliers. C'est préféré aux mails parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les mails sont assez peu lus par nos étudiants, enfin ils sont peu lus. Nous avons du mal à les faire réagir par rapport à un mail envoyé en temps réel. Google Drive. À Google Drive, ça a été presque une révélation. C'est-à-dire que Google Drive permet d'envoyer des documents, d'associer des groupes et des personnes pour travailler, et puis un certain nombre d'outils utilisés dans Google, etc., permettent de suivre en temps réel des travaux d'étudiants. Alors ça, bien sûr, c'était valable dans tous les modules, mais en particulier, alors ingénierie de formation, etc., pour cela, mais c'était utilisé également pour visualiser les avancées rédactionnelles en direct. Le qui fait quoi. On envoyait un document, ça peut être Excel, et nous voyions au fur et à mesure, le professeur référent voyait ce que faisait en temps réel l'étudiant sur ce document. Donc ça donnait une bonne vue de la contribution de chacun, et surtout tout le monde voyait qui faisait quoi. Ça a très très vite exclu ceux qui ne faisaient rien, parce que ça se voyait immédiatement. Donc les groupes se sont autorégulés là-dessus, comme dans la vraie vie, hein, de certaine façon, avec des règlements de compte quelquefois violents, oui, entre étudiants, surtout lorsqu'ils sont en 4e ou 5e année. Hein. L'objectif est quand même d'arriver à la fin, grâce à cette production de projet, à quelque chose de professionnalisant. Donc, allez, en quelques mois, il n'y avait plus de planqué, puisque même le planqué se faisait rattraper dans les couloirs par ses congénères, par ses camarades, pour au moins que sa production soit visible sur le document. Donc, retour d'expérience très très positif sur un même document, plus contrasté bien sûr, dès lors qu'il s'agit d'un grand nombre d'étudiants qui travaillent sur un même document. Là, ça devient assez illisible et inaudible. Donc c'est la raison pour laquelle, par projet, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas plus de 4 ou 5 étudiants, tout en sachant que quand il y en a 5, il y en a toujours un qui travaille moins que les autres. En tout cas avec les miens. Action des parties prenantes. Tout le monde était plutôt impliqué là-dedans, et bien naturellement, la décision organisationnelle qui a suivi, ça a été d'imposer cette méthode à la majeure partie des majeurs pour faire en sorte que tout le monde puisse utiliser ces modalités. Dropbox, nous pensions que ça pouvait être collaboratif. Ça ne l'est absolument pas. Par contre, ça permet juste d'envoyer des documents volumineux. Bon, point final.
Donc finalement, ça favorise juste ces échanges-là, enfin, les échanges de documents, mais tous n'y pensent pas. La plupart, comme j'ai écrit ici, communiquent par clé USB pour les vacataires, hein, qu'ils donnent effectivement au professeur responsable permanent la clé et les documents qu'il se chargera d'envoyer après aux étudiants. Impact organisationnel, aucun. Bon, la décision organisationnelle, ça a été de continuer à utiliser Dropbox lorsque c'était nécessaire, donc juste lorsqu'il y avait des documents volumineux, parce qu'autrement, que ce soit via Facebook ou via Google, ça peut être plus problématique dans les lectures, quoique Google Drive enregistre pas mal même les volumes importants. Twitter. Alors, on parlait beaucoup de Twitter, les étudiants parlent beaucoup de Twitter. Ça n'a rien finalement d'utile pour un projet, si ce n'est d'informer les gens en temps réel. Alors ça a été quand même assez bien utilisé dans certains modules, c'est pour alimenter finalement de l'information. Et on s'est aperçu que les étudiants s'en servaient, non pas pour communiquer réellement ou pour avancer sur quelque chose, mais pour partager de l'information en temps réel, et ça nourrit par contre, si ce n'est un projet et son avancée, ça nourrit la pédagogie. C'est-à-dire que lorsqu'on nous suivons un étudiant sur son mémoire, sur un sujet particulier, lorsqu'en tant qu'intervenant, nous avons communication par via de presse ou d'une information autre, hein, par Kern d'une étude particulière, nous la transmettons effectivement via Twitter, et ceux qui nous suivent peuvent effectivement réagir par rapport à ça. Et il était fréquent que lorsque c'était utilisé, les étudiants réagissent après pendant le cours. Donc ça peut nourrir le cours, mais en aucun cas finalement un projet quelconque. Et finalement, ils préfèrent eux-mêmes, au lieu d'utiliser Twitter, utiliser plutôt Snapchat ou autre chose, pour des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la pédagogie, vous pouvez vous en douter. Les étudiants ont été intrigués par cette utilisation, les professeurs permanents assez réticents, seuls 3 effectivement communiqués, comme je vous le disais, pour suivre des mémoires, pour envoyer de l'information à des groupes d'étudiants. Professeurs vacataires bien naturellement totalement réticents, maîtrise de l'image, l'intérêt, le temps passé, etc. Les entreprises ont été intriguées mais agréablement surprises. Alors ça c'était quand même une vraie surprise, parce que beaucoup de recruteurs nous ont dit mais finalement ça a permis à certains étudiants de nous parler d'articles écrits sur notre entreprise, alors que ce n'était pas forcément disponible dans la presse traditionnelle, de nous ressortir un mot d'un président à un moment donné, et ça sert effectivement, l'information générale de l'étudiant, futur professionnel, auprès des professionnels. Aucun impact organisationnel et décisions prises, bien naturellement, sur Twitter. Skype. Alors Skype, c'était... faut être bien équipé. On a toujours un étudiant qui a un super PC avec lequel ça peut bien marcher. Mais finalement, ça a été plutôt bien utilisé. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une possibilité de témoigner, de travailler, d'avancer, d'avoir une nécessité d'avoir du visuel, du visu finalement, avec un interlocuteur, c'était utilisé. Même avec des interlocuteurs venant d'entreprises, ne pouvant se déplacer, un Skype pouvait être fait, et il y avait une espèce de discussion qui s'engageait. Alors c'est pas du travail collaboratif réellement, mais ça a permis la collaboration. Que ce soit avec des entreprises, ou même avec des étudiants, ou des anciens qui sont au poste, tiens, l'un à Sao Paulo, l'un à Londres, ou l'un à Dunkerque, ne pouvant pas se déplacer, voulant apporter un témoignage, ou participant à un projet consultant junior, genre de choses, eh bien ça permettait des mises au point visuelles, lorsque ça marchait bien évidemment. Bon, dans les 2/3 des cas, ça fonctionnait bien, et ça a permis vraiment d'être utilisé, et c'est quelque chose maintenant que nous n'hésitons pas à utiliser en cours, ou même en réunion projet avec les étudiants, pour communiquer justement avec l'extérieur. Tous les profs sont intéressés. Les entreprises sont très participatives sur ce genre de choses, puis en plus ça leur permet de ne pas devoir venir, donc elles sont être présentes, donc c'est plutôt intéressant. Ça requiert bien sûr, en termes organisationnels, pour les interventions, de la préparation quand même. Il ne s'agit pas juste de faire intervenir quelqu'un, en gros, via Skype, comme une télévision, et de l'écouter. Il faut qu'il y ait une interaction, autrement ça ne sert pas. Donc ça oblige quand même le professeur à préparer la collaboration par des questions, et puis après bien sûr, s'il y a briefing, il faut qu'il y ait un débriefing, donc il faut après être capable de retourner de l'information à la personne qui a eu la gentillesse de passer via Skype. Décision organisationnelle, c'est de le systématiser auprès d'interlocuteurs extérieurs, c'est d'informer les professeurs aussi de cette possibilité, dont les non permanents, qui ne savent pas forcément que c'est possible. Donc maintenant, ça l'est, ils l'utilisent, on peut dire qu'en 4e et 5e année, probablement dans toutes les majeures, c'est utilisé, au minimum pour des témoignages avec des étudiants qui ne peuvent pas se déplacer, et de toute façon, dans la plupart des projets qui sont faits, les projets avec les entreprises. Alors derrière, 6 enseignements finalement.
Il faut absolument optimiser l'utilisation de Moodle. Alors j'en ai pas parlé, Moodle c'est notre intranet pour communiquer et beaucoup ailleurs également, les modules, les cours, etc. Les étudiants, les professeurs l'utilisent finalement très mal. Ça se limite bien souvent au transfert de cours et quelquefois à quelques tests et quelquefois à quelques questions posées, jeu des questions-réponses avec l'intervenant. Il faut absolument optimiser ce genre de choses parce que là, la collaboration via Moodle, elle peut exister, il y a des outils pour cela, il faut absolument aller plus loin. Derrière, il faut bien sûr favoriser l'utilisation de Google, enfin Google Drive, Google+, etc. parce qu'on a vu que c'était vraiment utilisé, vraiment utile et que c'est un véritable apprentissage pour les étudiants aussi, après d'être capable de dire, nous travaillons, nous avons essayé, nous sommes essayés sur du travail collaboratif de cette façon-là, et les entreprises qui utilisent ou pas d'ailleurs des outils collaboratifs vont vite s'apercevoir que les étudiants savent utiliser en tout cas ces modalités. Il est clair qu'il faudra absolument, et nous y travaillons, intégrer les professeurs vacataires, parce que ça c'est une nécessité. Le professeur vacataire aussi a des informations à donner, peut suivre comme ça à distance aussi l'évolution de projet d'une semaine sur l'autre, et ce sera beaucoup plus pratique. On peut dire aujourd'hui que la moitié sont dans le pipe, sont OK pour travailler là-dessus. Le problème, bien sûr, et j'en reparlerai, c'est comment valoriser tout ça. Après, c'est une question de ressources humaines, naturellement, et de plan de charge. La question se pose, il y a des réponses purement affectives. Allez, c'est bien, fais-le et participe, pour l'instant. Les groupes Facebook, on continuera à l'utiliser, bien naturellement. La mise au point d'évaluation des parties prenantes quant à l'utilisation de ces outils-là, ça c'est une affaire de management aussi, c'est comment évaluer la performance dans l'utilisation de ces outils-là. Il va bien falloir évaluer la performance de nos professeurs permanents, de nos professeurs vacataires, des étudiants et de la relation bien sûr, école au pluriel avec les entreprises. Donc là en ce moment nous travaillons sur des grilles d'évaluation pour voir est-ce que ça marche, comment ça marche et comment s'impliquent réellement les parties prenantes. Et puis bien sûr, ça signifie aussi que nos modules d'enseignement, les cours finalement, devront évoluer. Comme le disait tout à l'heure en introduction, bien sûr, notre vice-président, cette notion de leadership directement dans les modules. Il faut absolument en parler en management, il faut absolument en parler en technologie, il faut absolument en parler même sur des cours liés à l'organisation d'entreprise. C'est une nécessité, parce que la vérité, elle sera, comme il a été dit, au sein des entreprises pour nos étudiants. Question d'évolution aussi, je vous le disais, l'augmentation pour le professeur, c'est le temps de préparation. On lui demande du temps de disponibilité digitale. La baisse, c'est aussi une partie du face-à-face que ça peut engendrer bien souvent. Et puis derrière, comment valoriser ce temps masqué? Ça, c'est une question qui nous est posée par le professeur permanent d'une part, mais qui joue le jeu et qui est dans l'innovation et qui ne pose pas de questions outre celle de la valorisation éventuelle de son plan de charge. Mais derrière, c'est le professeur vacataire qui dit « Ok, finalement, maintenant, je passe un tout petit peu moins en théorie en face-à-face. Vous réduisez éventuellement d'une heure ou 2 heures le temps de face-à-face parce que l'étudiant a travaillé auparavant pour préparer quelque chose. Mais le temps de suivi de l'étudiant, il est valorisé comment? Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de réponse, on en apportera, on les implique dans les projets, ils sont vraiment partie prenante, mais un certain nombre nous disent, attendez, moi je suis en gros payé pour animer un cours de tant d'heures, en face à face, ça s'arrête là. Donc il est clair que ces vacataires resteront dans cette configuration, mais que tous les vacataires qui participent au projet et aux cours d'ordre managériaux devront s'y mettre et devront participer à ça. En conclusion, il est clair que Dropbox et Twitter est laissé à l'appréciation de l'intervenant, on le développe absolument pas. En revanche, tout ce qui est Google, Facebook et Skype, on va vers l'optimisation de l'utilisation de ces outils collaboratifs dans tous les cours, à 100%, dans tout ce qui est 4e et 5e année. C'est l'objectif à la fin de l'année. Et puis bien sûr, d'essayer d'introduire ces notions-là dès la première année, où la première année est extrêmement difficile. Nos étudiants n'ayant pas fait de prépa, ils ont quelquefois du mal à savoir travailler autrement, je dirais, que sur des blocs saucissonnés. Un module est différent d'un autre, etc. Et que cet aspect transversal, ils le connaissent assez peu. Donc faisons-les déjà travailler en première année sur la transversalité, le fait d'être capable de travailler avec des ingénieurs, avec des managers, avec des créatifs. Et puis après, petit à petit, même si c'est présent dans les cours cités, cette notion de leadership, on les introduit dès la 2e année, bien sûr, dans ces notions de projet, où là, ils vont devoir utiliser petit à petit des outils aussi simples que se transférer des documents via Google et travailler sur des documents uniques. Voilà, je vous remercie.
Bon, on va profiter de chaque présentation pour poser les questions concernant la présentation et puis à la conclusion, comme ça sera Yves qui la fera, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur l'ensemble de l'étude. Donc si une question, deux questions, c'est bien déjà. Soyez. C'est un film. Monsieur. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Anne-Marie Castagnos, Institut Mines Télécom pour l'Observatoire des métiers. J'avais une question, est-ce que vous sensibilisez vos étudiants aux problématiques de sécurité, de propriété intellectuelle et donc de vie privée et d'usage des données, de leurs propres données d'ailleurs sur ces réseaux? Voilà. Absolument. Mais c'est en deux temps, c'est-à-dire que, ou même en trois temps. Le premier temps, c'est celui conceptuel de les sensibiliser et de leur donner l'information nécessaire sur ces protections-là et la sécurité. Donc en gros, c'est en cours. Alors, cours de droit et puis après d'autres cours où c'est répété. Il est clair qu'en première, deuxième et troisième année, ce sont des choses qui leur passent bien naturellement au-dessus. Et petite technique un petit peu perverse, qui est dès leur entrée en quatrième année, d'avoir analysé pour l'un ou l'autre, finalement, toutes les données qui parlent d'eux sur Internet. Et ça, en masquant le nom, bien sûr. En masquant le nom, on garde le prénom, mais dans une promotion où ils sont quelquefois, enfin dans des majeurs où ils sont 25, tout le monde reconnaîtra le kidam. On leur dit, voilà, vous apparaissez à 98% en clown, et vous dites aussi un certain nombre de choses qui marquent une déloyauté, que ce soit vers l'établissement, vers vos camarades, vers un projet, ou vers un groupe de copains, et ça peut être problématique. Alors pourquoi, comment? Et là s'engage une discussion, et on rentre dans la profondeur du problème en les faisant travailler sur l'irréputation. Et ça, c'est quand même très très important, mais là aussi, ils ont du mal. Et ils ont du mal, mais on corrige, ou on essaie de corriger ça. Je vous disais tout à l'heure, on leur fait créer un blog où les uns vont être paroles de RH, les autres management, etc., mais où ils vont devoir publier sous leur nom des synthèses d'articles de presse traitant d'un sujet qui les intéresse et prendre position. Et il est clair que là, ça les oblige à faire beaucoup plus attention. Et on remarque, et c'est le troisième temps, que après ça, une fois qu'ils ont cette notion, et après les cours, eh bien, ils font un petit peu plus attention aussi à ce qu'ils publient sur, ne serait-ce que Facebook. Ils deviennent beaucoup plus polissés, avant même d'être sortis. Deuxième. Bonjour, Emmanuel Carly, je suis directeur général d'Epitech. C'est plus un partage d'expérience avec vous. Parce qu'on a, donc aujourd'hui sur Epitech, on a 12 sites, on a 5200 étudiants, 1500 en première année, donc cette problématique de la collaboration est très forte pour nous. On a aussi un intranet qui nous permet d'animer toute la scolarité, le partage des contenus et tout ça. Et on a fait le choix en début d'année de passer sur Office 365, parce que justement, il y a une forte intégration entre les outils pour déposer, partager des fichiers, des réseaux sociaux qui permettent de nous éloigner de Facebook, parce que justement il y a la vie à l'école et la vie à l'extérieur, et tout ça c'est un peu mixé, donc ça crée des doubles comptes dans tous les sens. C'est un vrai problème finalement. Et Microsoft pousse beaucoup en fait sur, alors je vais faire la promotion de Microsoft du coup, mais moi qui suis pas forcément un grand fan, mais sur OneNote aussi, il y a tout un tas d'outils qui sont très très intéressants pour le partage. Donc le partage de vidéos, le partage de contenu, le partage de fichiers, toute la connexion, l'interactivité qu'on peut avoir, les systèmes de notification, et vraiment c'est plutôt pas mal. Merci, j'en prends note. Surtout que ça peut être, enfin c'est très utile, on parlait d'étudiants, mais c'est utile aussi pour les équipes en place, c'est-à-dire que collaborer entre elles. Une dernière question et on passera, mais on aura le temps de survoir aussi. Frédéric Lausigreffe. Au-delà de la problématique des données personnelles, ça pose aussi la problématique de la connaissance des réglementations. Alors je ne dis pas être expert en réglementation, mais au moins être sensibilisé sur les problématiques de réglementation, de contractualisation et de licence. Par exemple, open source, 60 types de licences open source différentes, des licences contaminantes, etc. etc. On parle du cloud, des modèles de services et contractualisation, abonnement, pas abonnement. Est-ce que vous les sensibilisez aussi aux problématiques liées à cela ? Oui, tout à fait. En deux temps, cours de droit et après spécialistes qui viennent lors de majeurs expliquer ce dont il s'agit. Alors bien sûr avec des impédances différentes suivant les spécialités de chacun, hein, mais de toute façon en droit c'est fatalement évoqué avec des exercices, avec des études de cas, etc. Mais là aussi le problème du cours en lui-même c'est que ça reste bien souvent conceptuel. On va passer la parole à Dieudonné.
À vous donc directeur des études de l'ISEP. Merci Nicolas et merci à Léonard de Vinci pour cette expérience.